Alors, merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à la Ruche pour cet accueil. Et très, très content de partager avec vous ce sujet de transformation de l'industrie. Alors, on aura 3/4 d'heure de présentation et puis on aura un quart d'heure, 20 minutes d'échange à la fin. On aura trois temps. Le premier, donc le sujet, c'est du linéaire au circulaire. Linéaire, c'est dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le circulaire, c'est peut-être le monde dans lequel on vivra demain, de sport sous degré. Et donc la question, c'est est-ce que maintenant c'est le temps de changer de modèle ou pas? On va un peu discuter de tout ça. Et pour ça, déjà, on parle de pivoter comme les startups qui changent de business model. On prend le circulaire comme un modèle économique plus que comme optimiser ses déchets ou réduire ses consommations. C'est l'étape d'après. C'est réellement changer de modèle. C'est pour ça qu'on utilise le mot pivoter. Donc la question, c'est pourquoi. Donc, comprendre pourquoi pivoter ou pas. Derrière, si on dit ouais, ça a l'air cool de pivoter, comment je repense le modèle? Parce qu'on est plus sur l'économie d'optimisation, on est vraiment sur une transformation de chaîne de valeur. Donc c'est important de prendre conscience des différentes dimensions et de ce que ça représente en fait de changer ce type de modèle-là, surtout quand on a une industrie qui est linéaire, qui doit changer de modèle. Et puis après, comment on passe à l'échelle et comment on accélère un passage à l'échelle sur ce type de transformation-là. Donc, alors, toute la matière que je vais vous présenter, c'est déjà basé sur notre expérience de transformation sur le terrain avec des industriels, des transformations qu'on a menées chez des industriels qui étaient déjà circulaires et qu'on aide à passer à l'échelle. Donc, on va passer de 5 millions ou 10 millions à 50 ou 60 millions de chiffre d'affaires. Donc, comment on fait pour changer d'échelle? Mais aussi des industriels linéaires qui se disent, bah, tiens, effectivement, je vends et après, je ne fais pas grand-chose. Comment je peux mettre des boucles de circularité dans mes modèles économiques et dans mes chaînes de valeur? Et comment, avec tout un legacy, un héritage de l'industrie linéaire, on commence à repenser cette transformation. Donc ça, nous, on accompagne ça sur le terrain. Donc on a beaucoup de choses qui viennent de là. Et en complément, on a fait une étude qui est sortie en avril dernier avec l'INEC, qui est l'Institut national de l'économie circulaire, qui s'appelle donc Pivoter par l'industrie circulaire. On est allé interviewer une vingtaine d'industriels qui ont soit amorcé, soit déjà bien, soit début, qui ont plutôt déjà au moins 20 ou 30% de leurs modèles qui sont dans des modèles circulaires pour comprendre ce qu'ils ont fait et en retirer justement des principes génériques qui puissent, des canevas qui puissent aider n'importe quelle entreprise à commencer à prendre ce chemin-là. On a fait aussi une enquête, voilà, donc l'étude est en libre accès en PDF sur notre site, on pourra donner plus tout ce niveau derrière. Donc il y a ça qui peut amener à étayer ce sujet. Et il y a quelques entreprises qui sont notamment membres de la Ruche. Donc il y a celle, qui sont là, c'est plus facile, qui était là. On a interviewé dans l'étude, notamment, plus d'autres. Donc on en parlera un petit peu. Alors, déjà, l'industrie linéaire, d'où on part, c'est le modèle dominant de l'industrie depuis la révolution industrielle. La question, c'est une question où chacun dans ce mode donne la réponse, mais est-ce que c'est pas un modèle qui est dans l'impasse? Donc c'est une question qui, il y a 2-3 ans, quand on la posait, il y avait 5-6% des gens qui disaient bah ouais, carrément, il faut transformer. Les autres disaient bon, on verra bien plus tard. Maintenant, si on repose cette question-là maintenant, on est plutôt à 60-70% des gens qui disent bah ouais, en fait, on est dans l'impasse, il faudrait quand même penser à changer. Donc il y a une phase d'accélération en fait, de cette prise de conscience-là. Mais un modèle linéaire, c'est classiquement on extrait des ressources, on fabrique, etc., on consomme et on jette. Et on est dans un modèle où il y a moins de 8 ou 9% des matériaux, des matières qui passent dans ces flux-là, qui aujourd'hui ne finissent pas en fin de vie, quoi, qui réintègrent des cycles, soit techniques dans le cycle de production, ou des cycles dans la biosphère qui soient pas polluants, quoi. Donc on est dans une économie qui gaspille de façon grangée, quoi. Et donc, les 5 grandes fragilités qu'on trouve dans cette industrie dominante linéaire. Le premier, c'est la destruction environnementale. On va avec le climat, les émissions de CO2, l'énergie, donc c'est des choses dont on parle beaucoup, mais pas que. Il y a un impact très fort sur la biodiversité, il y a un impact très fort sur la déforestation, qui fait que du coup aussi, il n'y a pas que l'énergie en fait, qu'on consomme qui émet du CO2, il y a le fait de déforester pour récupérer des ressources, qui fait qu'en même temps, on est sur une économie qui fonctionne, qui est pas durable. Donc là, il y a quelques messages qui sont autour de ça, avec un
Il y a un autre volet qu'on ressent très fort, encore plus qu'au moment où on a fait l'étude, c'est les vulnérabilités sur la supply chain. Aujourd'hui, on dit qu'on est dans un monde qui est supply driven, quoi. Quand il y a un canal au-delà du canal de Suez qui se bouge, qui est un petit peu le truc qui a fait ah ouais, quand même, il y a plus de 10 ou 15% du commerce mondial qui passe par un petit canal. Là, aujourd'hui, entre une reprise qui est très forte et puis des supply chains qui sont un peu exsangues, alors, tout le monde dit que ça ne va pas durer, et ça ne va pas durer peut-être 2-3 ans, et puis on ne sait pas s'il n'y a pas quelle crise va arriver demain ou ça ne durera pas. Donc on est quand même dans un monde très global, plus une transformation de l'industrie aujourd'hui qui va vers transformer aussi les technologies. Quand on avec tout l'électrique, toute question de souveraineté, on se rend compte que vraiment les modèles de demain, on est surtout en France, mais on est surtout en Europe. Donc tout ce qui est puces électroniques, tout ce qui est ça, pose des questions. Et encore un peu plus long terme, 90% des réserves de cuivre aujourd'hui connues sont épuisées en 2050. Moi, je commence à entendre dans les conseils de direction, on est en train de vendre une machine, il y a 10 kg de cuivre, la machine dure 20 ou 30 ans, et en fait, dans 20 ou 30 ans, on n'a pas la main pour la récupérer, la machine. Alors, ça va être l'or noir de demain, le cuivre, on ne l'aura pas, quoi. Donc, à moyen long terme, il y a la question aussi des choix technologiques qu'on fait, des matériaux qu'on met dans vos produits, que vous mettez dans vos produits. Est-ce que c'est pensé pour les 20, 30, 40 prochaines années? Est-ce que c'est durable ou pas? Vous allez continuer, est-ce que vous n'allez pas mettre en rupture votre business? Et si oui, comment vous faites pour vous mettre en mouvement, pour vous désengager de cette vulnérabilité qui peut être technologique? On pourra en parler encore longtemps, on en parlera encore tout à l'heure. Il y a les disruptions réglementaires, donc les nouvelles REP, de responsabilité du producteur, qui fait que de plus en plus de secteurs, alors ça peut se traduire plus par une écotaxe pour un producteur, mais clairement, ce que ça génère, c'est des modèles économiques derrière où on peut récupérer les produits, les revendre, etc. Donc ça va générer en fait potentiellement des risques ou des opportunités pour les entreprises. Il y a le fait de ne plus passer sur du thermique, mais peut-être sur l'électrique. On était chez JTech, par exemple, où il y a de plus en plus d'entreprises commencent à créer des pôles de diversification parce que les business models d'avant sont plus d'aujourd'hui qui sont ceux d'avant sont plus ceux de demain. Donc ça pose des questions aussi. Donc il y a de plus en plus, notamment en Europe, où il y a une pression réglementaire sur le circulaire qui est l'une des plus fortes dans le monde. C'est aussi un sujet qui peut être, si ce n'est pas anticipé, peut vraiment poser un gros problème. Compétitivité de l'offre. Et bon, je crois que c'est BYD, Build Your Dream, qui est une entreprise, comme le nom le porte, est chinoise, qui à la base faisait des batteries et qui est un leader en Chine des voitures électriques et des camions électriques qui construit une usine en France. Donc aujourd'hui, si on reste sur des business models classiques où on vend avec un peu de service autour, il y a Tesla qui déboule, il y a tout un tas d'acteurs qui n'étaient pas présents ces dernières années et qui arrivent sur le marché. Donc rester sur un business model classique, linéaire, c'est assez pauvre en fait, quand on se rend compte de tout ce qu'on peut faire derrière avec Renault Trek, c'est pas là, mais avec, je crois que Renault Trek, c'est pas là, mais peut-être. Il n'y a personne de Renault Trek pour le bruit. Moi, quand on était avec Bruno Chazalette il y a quelques jours, on se rend compte de toutes les pièces qu'on peut récupérer, de tous les modèles économiques qu'on peut faire autour d'un camion, sur les secondes vies, etc. Et tout ça, ça génère, on va le voir, plein d'avantages par rapport aux clients et des sources de revenus et de résilience et d'ancrage qui sont très compétitifs par rapport à des produits qui peuvent les concurrents qui peuvent arriver. Donc même si on ne croit pas en l'environnement, moi ce que je dis c'est que dans 5 ans, toutes les boîtes qui sont sur un business model que linéaire, potentiellement leur business model, il ne tient plus. Donc il y a un vrai sujet d'être très alerte sur ça. Et le dernier, c'est la perte d'attractivité des équipes. J'étais avec une entreprise hier qui me disait ouais, j'ai fait de la compensation carbone. Donc en gros, je vais planter des arbres sans changer mon modèle en cliquant sur une appli. Enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais ouais, bon, ça, c'est ok, super, mais je sais que c'est naze quand même. Enfin, si tu ne fais pas plus que ça, on est à la limite du greenwashing, quoi, déjà, quand on est à l'aéroport de Saint-Exupéry, on voit qu'on a une empreinte carbone, c'est bon, on comprend ce qu'on nous vole et qu'on n'a rien changé quasiment. Donc ça ne suffit pas en fait. Et du coup, de plus en plus, les équipes, mais moi quand je dis équipes, ce n'est pas forcément les jeunes, il n'y a pas d'âge en fait. On est dans une génération climat. On peut voir des gens qui sortent d'école, comme des gens qui ont 10, 20, 30, 40 ans dans l'entreprise, qui peuvent se poser ces questions-là et se dire, mais mince, c'est mon modèle, il faut le challenger, quoi. Et est-ce que j'ai envie de rester dans une entreprise qui ne bouge pas parce qu'il y a une notion d'urgence qui est de plus en plus prégnante de chez tout le monde, et se dire, ok, tu ne bouges pas, je vais ailleurs pour créer un truc auquel je crois et dans lequel je me reconnais, où je sais que
Je ne sais pas si on sauvera le monde, mais à minima, voilà, quelque chose qui peut se passer. Et donc ça demande d'avoir à rester à isomodèle en optimisant, qui est la compensation ou même de l'éco-conception. À un moment, ça suffit plus. Et donc, il y a un problème d'accessibilité potentielle pour l'entreprise. Donc ça, c'est les 5 grandes failles, en fait, de l'industrie linéaire. À l'inverse, je vais donner quelques exemples, et pour après dire un peu ce que c'est avec la circularité. Mais aujourd'hui, la circularité, on pense surtout à Suez pour gérer les déchets, etc. En fait, il y a des entreprises qui ont pris la circularité sur un autre angle, qui n'est pas l'optimisation, mais qui est la disruption. Et comment, par la circularité, dans Tesla qui disrupte avec la tech, mais il y a des entreprises comme Seb ou autres qui disruptent par la circularité, c'est-à-dire qu'elles viennent sur un marché avec un autre modèle, basé sur la circularité comme modèle, et elles viennent proposer quelque chose de très nouveau, qui viennent potentiellement changer nos standards de consommation, parce qu'il y a des standards derrière aussi industriels qui sont différents. Et on trouve que c'est cet axe-là de la circularité, de prendre la circularité par cet axe-là, c'est ça qui peut créer réellement un changement de trajectoire pour l'industrie qui va comporte plein de bénéfices. Donc, je donne 3 exemples avec 3 tailles d'entreprises différentes, parce que tout le monde peut le faire. Donc, on a un groupe, une PME et une start-up. Donc un groupe, c'est mon groupe CEL qui est designé pour la réparabilité. C'est-à-dire que c'est proposer des produits qui sont réparables pendant 10 ans, avec une garantie de réparation pendant 10 ans, versus des produits qui sont garantis pendant 3 à 5 ans. La différence, c'est que garantie, on vous remplace par un produit neuf. On ne vous le répare pas, quoi. Il est jeté le produit, on ne sait pas trop ce qui va bien. La réparabilité, c'est réellement réparé dans un réseau de réparateurs, pas une vraie Excel, qui ont éclaté du plan, etc., qui peuvent commander des pièces de rechange, dont une partie qui est faite en impression 3D. Donc il y a toute une chaîne de valeur qui est autour, et on vient vraiment allonger une durée de vie. Après, c'est comme des camions ou autres, on trouve ça dans d'autres modèles, mais quand on arrive sur le B2C, qu'on est chez Boulanger, qu'on a 1 ou 2 grilles sur 10 qui sont réparables versus garantie, on commence potentiellement à changer la donne. Donc ça, c'est un exemple. Ils vont aussi vers l'économie de fonctionnalité avec le RECOOK, qui est de dire, pour un étudiant, de pouvoir louer un kit d'électroménager plutôt que de l'acheter. Et tous les ans, ils changent d'école. Du coup, voilà, il y a une façon de changer aussi de pratique et de proposer une offre qui est différenciante sur un marché électroménager qui est bien hyper concurrentiel aussi, avec de plus en plus d'offres pays tranchés. Le deuxième, c'est Areco. Avec Areco, c'est si vous voulez, Cerise Potiron, c'est ce qui diffuse la vapeur d'eau sur les légumes et sur les bacs de légumes. Donc ça, c'est une entreprise qui est basée dans le sud de la France, qui ont une technologie de piézoélectrique qui sont hyper bons techniquement pour proposer ce service-là avec un minimum de consommation d'eau et d'énergie. Ils sont allés plus loin, ils sont en train de co-développer avec des grandes surfaces, de mettre de l'intelligence dans leurs produits avec des caméras, etc., qui permettent de donner une information à la de magasin pour dire attention, ton bac à légumes, personne n'achète des brocolis aujourd'hui. Est-ce que je t'applique une réduction de 10%, il est 15 heures, si bah oui, je clique sur. Donc proposer ce type d'intelligence, etc. Et puis le proposer pas en CAPEX, pas en OPEX, c'est-à-dire qu'en économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que moi, magasin, j'ai un abonnement, ça me donne un service basé sur un service qu'on définit avec le client. Et ce qui permet en fait d'avoir une relation très différente avec le client et d'être très concurrentiel aussi par rapport à d'autres produits qui sont moins chers, qui dureront moins longtemps, mais là de proposer avec un set de services très différents, quelque chose qui peut être différent. Et pour que ça marche, il faut que là les machines, il ne faut pas qu'elles. Maintenant c'est géré par Areco, c'est-à-dire que si ça tombe en panne toutes les 5 minutes, c'est pas rentable pour Areco. Ça veut dire qu'ils doivent développer des produits qui sont hyper réparables, qui durent le plus longtemps possible. Parce que finalement, je ne vends pas mon produit. Mon produit, c'est juste une plateforme où je développe des services. Et ce n'est pas les services que je fais mon chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que mon produit, il faut qu'il soit ultra fiable. Et à la limite, quand je les récupère chez mon client, je peux récupérer des pièces de rechange. Je peux les remettre sur un autre marché où j'enlève des petites caméras, etc. Et je remets ça dans un Cerise Potiron avec le modèle classique. Et du coup, je peux régénérer un business model avec mon produit quand je peux le sortir chez mon client pour le mettre ailleurs. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un design pour la sécurité qu'on fait ça. Et le dernier, c'est sur un autre modèle. Là, c'est en fait comment, par la ressource, de ne pas prendre de matières premières, mais de prendre d'autres types de matières, on peut avoir aussi un business model qui soit différenciant. Donc là, Ethnici, c'est une entreprise qui est à Lille. Alors, ils ont plusieurs produits, mais il y en a un qui est plutôt marrant, c'est de prendre des coquilles de moule issues de la grande braderie de Lille et d'en faire des carrelages noirs. Imparfait, parce qu'il y a des petites traces des coquilles, mais
Et en fait, de jouer sur cette imperfection, sur l'histoire de cette... et donner une histoire en fait, à du carrelage, qui en plus a une tenue en extérieur qui est supérieure aux matières synthétiques que peuvent utiliser d'autres entreprises. Et donc, on est sur un biomatériau, et par un biomatériau, en 2-3 ans, ils sont rentables, c'est un principe de micro-usine, et ils sont dans les catalogues de la Redoute et d'autres. Donc, en fait, avec une innovation sur les matériaux que nous n'écoutons pas grâce au circulaire, on arrive à faire pop-up pour être en concurrence avec des grandes marques. Donc, il n'y a pas que la tech pour se démarquer comme Tesla le faire, il y a aussi le circulaire qui permet ça. Et là, on est sur un modèle de micro-usine, c'est-à-dire que l'idée pour cette entreprise, c'est de se dire, moi, je vais faire 10 micro-usines en France, ce sera dans 10 villes différentes, et dans chaque ville, je source un matériau différent pour faire un produit différent. Donc, mon ingénierie d'innovation, c'est si je vais à Marseille, qu'est-ce que je peux prendre comme déchets qui soient propres à la ville de Marseille pour en faire une micro-usine, donc 200-300 mètres carrés, et faire un flux de matériaux qui rend cette histoire. Donc, on est sur des modèles qui sont multilocaux, enfin, très, très, très différents. Alors, les avantages, si on résume un petit peu, il y en a de 3 types. Le premier, il est très interne à l'entreprise. C'est de gagner en compétitivité, comme on l'a vu. On se différencie, on a de nouveaux business models par rapport au business model classique, où on arrive à créer une startup avec un modèle qui n'existe pas, et de pouvoir, si on y arrive, avoir quelque chose de très attrayant. On réduit les coûts et on sécurise les approvisionnements. Donc, réduction des coûts, je n'en ai pas trop parlé, mais c'est tout ce qu'on peut avoir sur le cœur d'usine, sur l'optimisation en termes de matière qu'on peut récupérer, etc. C'est aussi sécuriser ça sur l'approvisionnement parce qu'on va chercher à le plus sourcer loin ou développer des achats responsables ou durables sur des bases de circularité, et donc qui permettent aussi d'être plus résilients. Et en plus, on est sur des modèles qui sont très locaux. Alors, si je reviens juste sur le principe du circulaire, et ce qu'on a vu, c'est découpler la création de valeur de la consommation de ressources. Donc, je continue à créer de la valeur qui peut être du service, qui peut être donner une histoire à un produit, qui peut être de vendre un produit, et en le découplant au maximum de la consommation de ressources, qui peut être de la matière ou de l'énergie. C'est ça le principe. C'est ça l'objectif. Et un des principes, c'est de faire circuler localement la matière. Et si on part du principe que ce soit la matière produite dans l'amont ou ce que devient mon produit, si je suis de base de boucle circulaire locale, je suis capable d'avoir plusieurs business models que je peux créer, qui vont faire circuler la matière le plus longtemps possible. Et les 8% dont on parlait tout à l'heure, qui finissent dans les produits, si on passe à 30 ou 40%, ce n'est pas par magie, c'est juste qu'on a créé des business models qui en se refilant en tracteur, etc., continuent à créer de la valeur autour d'une matière qu'on n'exploite pas assez par rapport à ce qu'on a extrait. Après, la question, c'est est-ce qu'en découplant, on arrive à être suffisamment décoré de la courbe de CO2? La réponse est a priori non. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail de sobriété qu'il faut faire, donc consommer moins. On n'apporte pas ça là, mais voilà, en tout cas, la première étape qu'on ne regrette pas, c'est ce découplage au maximum grâce à un principe de circuler la matière localement. Donc, c'est pas tactile. Merci. Donc, les 2 premiers, c'est vraiment autour de top line et bottom line d'être meilleur pour l'entreprise. Le deuxième, c'est sur les externalités négatives qui sont réduites, c'est-à-dire qu'il y a un chiffre qu'on n'a pas en tête, c'est que 50% des leviers de réduction des émissions de CO2, c'est la matière. On pense toujours à l'énergie, mais la matière, c'est 50%. C'est une étude de la Fondation Ellen MacArthur qui a fait cette étude-là. C'est 50%. Alors, tout bêtement, si on déforeste moins, on fait de l'agroforesterie, de la permaculture pour faire du chocolat, c'est ce que fait Valrhona. On tente de faire Valrhona avec plus de 10 000 agriculteurs, donc c'est une entreprise gigantesque à mener. Et du coup, on déforeste moins, on a moins d'empreintes CO2. Quand on parle des joailliers qui veulent décarboner leur supply chain, on dit ouais, c'est vrai de chaud parce que 90% de l'empreinte environnementale d'une boîte qui fait des bijoux, c'est les mines. C'est tout le fait d'avoir des mines qui occupent, en fait, qui déforestent ou enlèvent des éléments qui sont naturels pour en faire un environnement industriel. Donc, aller vers la circularité, donc, ça permet soit de gérer différemment, type permaculture, des ressources, soit par l'intégration de matières plus durables ou des matériaux recyclés, etc., sur l'annulation des matériaux, de permettre d'avoir une empreinte carbone beaucoup plus réduite sur l'extraction de la ressource. C'est aussi prendre une machine à laver, si vous la réparez 2-3 fois,
et ben, c'est autant de matière en moins qu'on consomme. Puis réparer une machine à laver, c'est l'huile de coude. C'est pas réextraire des matériaux, reprendre de l'énergie, plier, machin, etc. Non, on ouvre, il y a juste de la lumière au-dessus, un peu d'électricité, un peu d'eau pour la tester. Et du coup, c'est beaucoup moins carboné de réparer que de fabriquer. Et donc, c'est ces deux grands principes-là qui permettent de se dire que plus on allonge la durée de vie, plus on sait réparer, créer des boucles, et plus on a des ressources en amont qui sont durables, et qui va siphonner en fait les 50%. Voilà. Et en parallèle, il y a l'énergie, bien sûr, mais pas que. Et aujourd'hui, quand on parle que de décarbonation par l'énergie, on oublie la moitié du sujet. Et c'est un sujet qui, en plus, est beaucoup plus directement générateur de nouveaux business models, emploi local, etc. Le 4, c'est les emplois locaux pérennes. Donc, c'est quand on fait circuler localement la matière, tiens, une machine à laver, on va pas en Chine pour la réparer et pour la ramener. Une machine à laver à Lyon, elle est réparée à Villeurbanne et elle revient à Lyon. Du coup, c'est l'emploi local qui n'est pas délocalisable. Ça ne sert à rien de faire venir des Chinois pour le faire. Donc c'est bon pour les territoires, c'est bon pour l'emploi, c'est le métier du futur de l'industrie 4.0, c'est le data scientist. Le métier du futur de l'industrie, c'est le data scientist. Aussi avant pour faire de maintenance prédictive, etc. Mais tu as des UT en électromécanique. Donc c'est de l'emploi il y a toute une économie, la seconde main, qui peut générer un emploi qui est moins qualifié qu'un data scientist, que moi je ne saurais pas faire. Mais et je ne sais pas aussi réparer une machine à laver. Mais je pense que je me sens plus apte à apprendre à réparer une machine à laver qu'à faire de la data science, quoi. Et donc ça, c'est aussi pour dans un monde demain où on peut avoir du chômage qui augmente, etc., où on voit là, avec la crise des gilets jaunes, etc., où ça crée un emploi qui est qualifié, qui est proche des villes et qui est hyper intéressant. Le dernier, c'est quand on fait tout ça, si on est dans une entreprise qui se met là-dedans, on sait avoir un récit autour de tout ça, parce qu'on transforme réellement les chaînes de valeur, on crée un atelier de démantèlement, on recycle, c'est à côté, etc. On doit designer les produits différemment, ça touche toute l'entreprise. Ça donne envie, quoi, de se dire, quand on est ingé et qu'on bosse sur des sujets comme ça, ou au marketing, on dit, ouais, on a une bosse, on va plus loin que le cœur d'usine, où on fait c'est important le cœur d'usine d'être propre, etc. Mais là, on va plus loin, on commence à toucher les chaînes de valeur. Et c'est hyper engageant. Les entreprises qu'on a interviewées, les 20, on a des gens qui sont, ouais, c'est sûr qu'on peut le dire, mais ce qu'on est en train de faire, c'est dingue. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très fort. Repenser son modèle, du coup, une fois qu'on a pris ce virus-là, le bon virus, le principe de pivoter vers un modèle circulaire, le grand principe, c'est qu'il faut sortir du cœur d'usine parce que c'est pas là qu'on a son empreinte environnementale la plus grande. C'est important son cœur d'usine parce que c'est une empreinte qu'on donne, c'est son ADN, c'est ses valeurs, ça transcrit la valeur d'entreprise. Mais 90% de l'empreinte environnementale d'un industriel, ça se passe soit après, soit on a vu avec le Valorona, etc. Le PSA, on va relier le rapport d'activité. Les usines de PSA, si disons qu'elles passent zéro carbone, le potentiel de réduction du CO2, c'est 1%. 1% du CO2 émis par PSA sur l'ensemble de son cycle de vie de voiture, c'est les usines. Ce qui pollue, c'est la voiture qui roule, et c'est la façon dont on accélère sur son amour. Donc c'est top le cœur d'usine, il faut bosser dessus, parce que si on n'a plus d'usine en France, ça ne fait pas grand-chose, quoi. Mais par contre, il faut adresser la chaîne de valeur. C'est l'enjeu des 10 prochaines années. Depuis 10 ans, on transforme les cœurs d'usine avec les 4.0. Dans les 10 prochaines années, il faut continuer, parce que sinon, il faut rester compétitif pour avoir l'industrie en France. Mais il faut transformer aussi les chaînes de valeur, sinon on va rater tous ces sujets. Et donc ça, c'est pour ça que c'est dur en fait de faire. Transformer les chaînes de valeur, c'est beaucoup plus compliqué. C'est bien compliqué de transformer la cœur d'usine. En plus, transformer les chaînes de valeur, c'est le niveau 3, c'est le dernier niveau dans Super Mario, quoi. Pour avoir plein d'astuces, c'est pas facile. Et donc nous, on dit en fait, ce qu'on a capté, c'est qu'il y a 3 niveaux. Le premier, c'est l'intention et l'impact, c'est le pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez faire ça pour optimiser? Est-ce que vous voulez faire ça pour un 100 millions de chiffre d'affaires? Vous voulez faire ça pour faire 1 million de chiffre d'affaires ou pour en faire 15 millions de chiffre d'affaires? Et pourquoi vous voulez le faire? Et comment vous allez le mesurer? Donc ça, c'est déjà la première étape, comprendre son potentiel, ses risques et son potentiel, et d'en faire un point à 3, 5, 10 ans. Michelin, ils disent non, on n'aura plus de pneus en caoutchouc, on n'aura que des biomatériaux recyclés, qui sont durables. C'est 2050, parce que c'est tellement complexe à transformer que c'est 2050. Mais il y a un objectif qui est très transformant et avec une échelle de temps qui est compatible avec l'enjeu de la transformation. Donc ça, c'est le premier, c'est arriver à dessiner cette vision-là en comprenant, on va verra comment, mais ça, c'est le premier point, c'est fondamental. Moi, une entreprise qui me dit, ouais, je fais ça parce que, voilà, pour compenser, oui,
c'est pas très compliqué, il n'y a pas de changement de modèle. Enfin, versus, le deuxième point, une fois qu'on a ça, c'est trouver par quel business model on verra après, les business modèles circulaires, c'est comment on va transformer son modèle. Et donc là, c'est transformer le modèle, c'est trois choses. Donc c'est le deuxième cercle, c'est son modèle circulaire du futur, enfin, de demain. C'est quel business model? Il faut transformer le business model. Parce que vendre un produit, enfin, vendre de la circularité, c'est vendre quelque chose d'autre qu'un produit comme ça. Il faut vendre de la réparabilité, des biomatériaux. Donc il y a un nouveau business, une nouvelle proposition de valeur à créer, qui peut être complémentaire du linéaire à côté, ou qui peut transformer le linéaire qu'on a aujourd'hui. Ça peut être deux choses en parallèle qui se rejoignent, ou tout de suite passer du modèle linéaire qu'on avait avant au circulaire, si c'est possible. Mais du coup, changer de business model, ça veut dire changer de modèle industriel. Si vous commencez à vouloir récupérer des produits pour les revendre en les réparant, il faut mettre une reverse logistique, il faut mettre des ateliers de réparation, il faut bien sourcer. Est-ce qu'on est capable de sourcer 10 produits par mois ou 200 produits par mois? Et donc, toute cette chaîne de valeur là, opérationnelle, il faut la construire parce que souvent, elle n'est pas là. Et après, il faut repenser le design de son produit. Réparer un produit qui n'a pas été conçu pour réparer, ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas accès à la pièce, machin, et que ça prend 1h30, l'heure, ça coûte de l'argent, versus je l'éclipse, je le change. Voilà, donc, repenser ces produits, c'est des fois. Et modèle économique, modèle industriel et design produit, les trois se pensent simultanément pour réussir à créer ce modèle circulaire. Et après, on a des facteurs d'accélération. Donc, une fois qu'on a ça, c'est à quel point on a un modèle qui est local ou qu'on arrive à passer à l'échelle. Il y a trois grandes familles de leviers à activer. Le premier, c'est être agile dans l'exécution. Quand on est un groupe, retravailler ça, ça demande de décloisonner de toute l'entreprise, horizontalement et verticalement. C'est-à-dire que moi, ce que je dis souvent, si j'avais un client qui devait récupérer des machines pour les réparer, pour mettre une circularité, le chef de projet, je dis, écoute, si tu as trouvé un produit à Lille, est-ce que tu peux prendre un camion, là, demain, qui loue tout, tu as le budget, on va le chercher, et tu as 2 mecs, on le répare, et cette semaine, on le répare. Ou est-ce qu'il faut que tu attendes 3 mois, avoir le comité de pilotage pour savoir si tu peux débourser 10 000 euros pour le faire? Si 3 mois, c'est mort. Si tu as pour 10 000 euros sur un business model à 10 millions, tu es obligé de dans 3 mois, tu en as pour 10 ans, quoi. Et donc l'agilité, elle est aussi dans la façon d'innover et la façon d'itérer rapidement. Donc là, on est à la ruche avec les boosters, etc. Comment on arrive à avoir une logique d'innovation où on arrive à rapidement à prouver quelque chose en décloisonnant les bonnes composts. Écosystème étendu, on ne peut pas faire une chaîne de valeur circulaire tout seul. On a besoin de partenaires industriels sur l'appareil, sur la chaîne horizontale et verticalement aussi potentiellement. Si on a des investisseurs qui sont ultra court terme, ou si tu dis, bah non, ton EBITDA, il est 3 points là-dessus, j'en sais rien ce que ça va rapporter, il ne fait que les trucs qui sont matrices, enjeux accessibilité, tout à droite, gros potentiel et facile à mettre en place, mais tout ce qui a plus gros potentiel mais qui est en mettre en place, je te dis non parce que dans les 2 ans, ça ne chiffrera pas, bah, ça ne marche pas. Donc ça aussi, c'est un exemple, trouver des assureurs quand on veut faire, pas vendre le produit, mais le mettre à disposition avec des services, trouver des assureurs qui permettent, ou des financiers qui permettent d'assurer le volet. Je n'ai pas un CAPEX, j'ai un OPEX, donc du coup j'ai un décalage de BFR. Donc il y a ces sujets-là. Est-ce que l'entreprise est prête à le faire? Est-ce qu'on a les bons partenaires pour le faire? Et le dernier, c'est l'innovation technologique. Renault Trucks, ils mettent de la maintenance prédictive, etc., avec une connexion à distance pour allonger la durée de vie des camions. Si on n'a pas ce type d'outil-là, c'est dur de passer à l'échelle ce type de données. Si on récupère un produit, on ne sait pas ce qui s'est passé sur le produit, on n'a aucune traçabilité. Voilà, donc soit on met une fiche qu'on colle pendant 15 ans, on espère qu'elle ne se décolle pas, soit on met de la blockchain, on commence à avoir de la technologie. Donc ce n'est pas incompatible avec la technologie, c'est juste que c'est une technologie qui est faite pour alimenter et augmenter la durée de vie et tous les business models circulaires qu'on peut mettre. Et donc ça aussi, c'est un autre facteur. En termes de temps, pardon, je vois Maglone. Tout bon, t'es OK, il te reste encore un petit quart d'heure. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. Les business models circulaires, en fait, ils sont représentés là. Il y en a 6, il y en a 5 qui sont sur augmenter les cycles d'utilisation, de valorisation des produits. Ça part de la matière, type Veja, qui dit bah, moi, j'ai été cultivé en agroforesterie équitable au Brésil, donc on a des chaussures, on sait, qui sont hyper éthiques et qui ne déforestent pas. Et c'est comme ça qu'on se dit tiens, je jette une Adidas ou une Veja. Donc, ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres. Circulaire qui fait de la peinture avec des pots de peinture recyclés, c'en a un autre. Je n'utilise aucune matière vierge pour faire mon gros produit. C'est que des matières recyclées.
Donc ça permet de se démarquer. Le deuxième, c'est les plus classiques, c'est étendre la durée de vie d'un produit ou vendre un usage plutôt qu'un produit. Donc là, c'est les pneus Michelin classiques, je vois un nombre de kilomètres et pas des pneus, et du coup, ça allonge la durée de vie du produit. Ensuite, il y a les autres qui sont les boucles de régénération. Alors, on peut les décrire, on pourrait me donner 15 ou 20 degrés de régénération. Si on fait simple, il y a réemployer des produits. Au sens large du terme, employer, ça peut être juste alors, en les réparant, en les revendant à quelqu'un d'autre que le propriétaire. Ça peut être en faisant du refurbishing ou du remanufacturing, donc on en va beaucoup plus loin dans ces étapes-là. Derrière, c'est employer des composants, c'est les spare parts. Si un camion, on a plus, c'est qu'il ne rendra plus, on peut le démanteler, récupérer tout un tas de pièces de rechange pour les remanufacturer et les remettre sur le marché. Et à la fin, ça peut être des matériaux. On peut aussi récupérer du cuivre, etc., pour les remettre dans des boucles d'utilisation. Voilà. Ça peut être aussi des matériaux qui se compostent, on n'est plus dans le cycle technique, mais on va rentrer dans le cycle plutôt autour de la biosphère. On est sûr qu'à la fin, on arrive à s'équilibrer. Et tout a un usage dans la matière. Mais pour ça, il faut concevoir dès l'amont son produit avec cette vision-là. Donc, c'est très transformant. Et le sixième, c'est que même quand on fait tout ça, on utilise de l'énergie, on a quand même de la perte de matière, etc. Et donc, il y a des entreprises qui vont être plutôt là sur un modèle de réduire les externalités négatives. Donc, c'est Schneider, par exemple, qui fait des produits qui ça vous donne de l'énergie, mais en même temps, en consommant 30 ou 40 ou 50% de moins d'énergie que d'autres produits. Donc, ça va être comment on vient sur ces chaînes de valeur-là encore plus optimiser les consommations d'énergie. Il y a Everroad qui est une plateforme de mutualisation de cellulaire de camions. Mais ça, vous pouvez être plusieurs PME, vous pouvez dire, tiens, moi j'ai un peu de colis, etc. Donc, Uber propose des met en relation des transporteurs avec ses. Pas Uber. Everroad met en relation des transporteurs avec plein de PME. Et tout le monde est gagnant. Et il y a une empreinte environnementale qui est beaucoup moins forte de passer par Everroad. On peut être sur ces modèles-là. Aujourd'hui, on est beaucoup sur. Moi, je vous aide à réduire votre empreinte énergétique. Donc, on est beaucoup sur le business model numéro 6. Ceux dont on parle un peu plus maintenant, mais beaucoup moins il y a 2 ans, c'est 1 à 5 sur l'économie circulaire. Et après, il faut arriver sur la même chaîne de valeur. Une chaussure, par exemple, il faudrait qu'elle puisse passer par les 6 business models. Pas forcément le même acteur, ça peut être plusieurs acteurs, mais idéalement, la chaussure, elle est sourcée proprement, elle dure longtemps. Voir, je la loue, c'est pas à moi. Ça existe. Derrière, elle peut se réparer, elle peut resservir, je peux la démonter, etc., puis la refiler dans d'autres cycles, etc. Et puis quand je produis tout ça, c'est 30 ou 40% moins d'eau, et on a un empreinte complètement réduite. Après, voilà, c'est pensé. Et il y a des groupes comme Michelin qui sont présents à peu près sur tous les business models qui sont quand même de l'hydrogène avec Symbio, qui sont même les pneus, qui se positionnent même sur l'énergie nécessaire à la vie. Je vais passer un peu vite, peut-être dans les exemples qu'on parle. Enfin, je vous aurai la présentation, je pense, mais il faut intégrer ces concepts-là, je l'ai dit plusieurs fois, dès le design des produits. Un exemple qui est sympa, c'est le Fairphone. Je ne sais pas si quelqu'un ici sait où un iPhone est réparé. Voilà, un Fairphone, c'est fait pour être ouvert avec des blocs, des tutos, etc. Petits tournevis pour changer les blocs par bloc et tout. Et il y a une partie, je crois que c'est 30 à 40% des matériaux qui sont dans des filières Fairplay. Parce qu'il faut savoir qu'un téléphone, il y a énormément de composants, et il y a pas mal de composants qui viennent des mines au Congo, par exemple, qui sont souvent artisanales, et même avec l'iPhone, ne sait pas dire si les enfants ou pas qui posent dessus, parce que ce n'est pas traçable. Donc il y a tout un travail. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs business models derrière. La réparabilité, la question des matériaux, etc., qui sont dans ce business model. Et on peut travailler aussi sur l'emballage, comme Valrhona, plutôt vendre des pastilles de chocolat dans des sachets, mettre en place des bacs chez les pâtissiers avec une tournée du laitier où on vient récupérer les bacs. Donc en fait, l'emballage n'est plus jeté, il est réemployé. On fait de la circularité sur l'emballage aussi. Qui pour Valrhona, l'emballage c'est 1% de l'empreinte environnementale par rapport à la déforestation qui essaie en développant de nouvelles pratiques de réduire au maximum. Sauf que quand le client achète, c'est sympa ta déforestation, mais moi mon truc de usage unique. Donc en termes d'image, même si l'emballage, c'est pas forcément. C'est un impact environnemental, c'est sûr. Par contre, si on regarde un peu en façon ingénieure le Pareto, on a 1%, on le fera à la fin l'emballage. Sauf que c'est l'image et ça véhicule tout le reste de ce que vous faites. À l'inverse, si on fait que l'emballage et pas le reste, on se reprend
retour de bâton inverse. Voilà. Où en sont les industriels? Je vais aller vite là-dessus. Dans l'étude, il y a 85% d'industriels qui considèrent l'économie circulaire comme une opportunité économique et pas juste comme une contrainte réglementaire. Donc ça, c'était assez nouveau par rapport aux chiffres qu'on pouvait avoir précédemment dans les dernières années sur l'économie circulaire. Par contre, il y en a que 36% qui l'ont mis dans leur stratégie. Il y en a même moins, il y en a 20 ou 22% qui l'ont complètement comme un plan. Donc, mais c'est émergent, en fait. Donc, c'est ça le message qu'il y a derrière. Ceux qui ont le plus avancé, c'est moi je s'appelle les pionniers, c'est-à-dire c'est ceux qui viennent. Enfin, il y a les pragmatiques et les pionniers, ceux qu'on a le plus. Les pionniers, c'est j'ai bossé sur le 4.0, sur mon cœur d'usine, je fais de l'éco-conception, j'optimise l'utilisation de mes ressources. Les pionniers, c'est OK, moi j'ai temps, je transforme ma chaîne de valeur. Ça ne suffit pas le cœur d'usine. Il faut que j'aille en amont créer des supply chains décarbonés avec d'autres types de matériaux. Il faut qu'en aval, je développe de nouveaux business models qui permettent de faire tout ce qu'on sait tout à l'heure. Et les pionniers, il y en a deux types. Il y a ceux qui n'arrivent pas à dormir à cause de la crise climatique, ou qui créent des startups circulaires, ou qui sont sur des modèles comme l'énergie, avec un discours de développement durable comme le électrique, et qui, du coup, la circularité vient naturellement dans le discours, parce qu'on ne peut pas être sustainable si sur la matière, on ne l'est pas, même si on a commencé par l'énergie. Donc, il y a ceux qui développent des visions par conviction, parce que sur leur modèle, ils sont sur ce sujet-là. Et il y a ceux qui sont, entre guillemets, à mort de faim, c'est-à-dire que, moi, ma boîte, je passe du thermique à l'électrique, il faut que je fais 30-40% de mon chiffre d'affaires, il faut que je me diversifie. Et ouais, le circulaire, en fait, il y a plein de mecs qui réutilisent mes produits, qui les revendent. Moi, il faut que je me positionne sur ce marché et que je développe la circularité. Et ceux qui innovent le plus fort, ce sont ces gens-là. Et il y a de plus en plus de pragmatiques qui mettent le circulaire pas comme un sujet de vision environnementale, mais comme un sujet très pragmatique. Et c'est super. Un sujet, moi j'ai plus de supply, je ne peux pas produire de neuf, comment je me source différemment? Et tu as pensé au circulaire? Ouais, ça peut me donner des idées. Et ça, c'est un peu la chance d'accélération de la déversion de l'État. C'est que moi, il y a 2-3 ans, quand je parlais du circulaire, on me disait, Grégory, c'est sympa, mais c'est pour dans 10 ans. Et alors qu'aujourd'hui, je revois les mêmes, je dis alors, tu arrives à te sourcer? Ah bah non. Et puis en plus, le truc que je jette, je pense qu'il pourrait marcher encore, et puis je le rachète en Chine 30% plus cher, et en plus, je ne sais même pas quand il arrive. Ouais, mais c'est con, et tu ne peux pas garder ton truc? Ah, je sais pas, j'ai mes pensées. Puis du coup, les discours changent. Comment on accélère le passage à l'échelle? Alors, il y a plein de freins pour trouver et scaler ce modèle. Il y a des freins parce qu'il y a l'héritage de l'entreprise, les commerciaux. Ah, et tu vends une seconde main, tu vas phagocyter mes ventes. Ah, mais non, mais je ne sais pas développer ce type de truc. Et puis on connaît pas. Voilà, il y a plein de freins de type organisationnel. Mon IT ne permet pas de récupérer un produit, de le revendre. Il faut que je crée des paramètres dans SAP, je n'ai pas le droit. Donc ça, on entend beaucoup. Il y a trouver son modèle. Qu'est-ce que je vends? Comment? Mes clients ne sont pas prêts. Je n'ai pas la bonne chaîne de valeur parce que je ne sais pas sourcer des produits. Je sais que les personnes me les parce qu'ils les gardent déjà. Donc, comment on arrive à s'insérer et créer cette chaîne de valeur-là? Donc, au-delà des freins internes et des freins externes, et il y a des sujets de rentabilité. Comment on arrive à trouver progressivement, quand on est dans les logiques court terme, d'accepter Uber n'est pas rentable. Uber n'est pas rentable. C'est une start-up encore, alors qu'il y a des milliers de chauffeurs. Et donc, et pourtant, voilà, Tesla n'a pas été rentable depuis très longtemps. Et quand on est dans une entreprise traditionnelle, de ne pas être rentable sur un business model qu'on pense, ce n'est pas acceptable. Et pourtant, c'est comme ça qu'on fait des innovations de rupture. Et donc, il y a vraiment aussi ce sujet le rapport à la rentabilité, le rapport d'entreprise. Moi, j'ai vu une entreprise qui je voudrais réparer, mais les pièces de rechange, je les achète dans ma propre boîte, mais il les marge à fond. Du coup, moi, je ne marche pas quand je revends. Et du coup, on dit ce modèle, regarde, tu ne marches pas. C'est normal, la marche, tu l'as déjà faite avant avec tes propres pièces de rechange. Donc, et du coup, on tue des modèles comme ça parce qu'on est dans un cycle classique d'innovation, d'amélioration, versus ouvrir un nouveau modèle où ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut être hyper bon dans aller vite, on va le voir, et innover, mais sans avoir le critère de rentabilité forcément en premier lieu. Il faut l'avoir en deuxième ou troisième lieu quand on a commenccommencé à trouver quelque chose qui intéresse, où la chaîne de valeur commence à tourner. C'est après qu'on optimise ce sujet de rentabilité. Enfin, on y pense bien sûr un peu au début, mais il ne faut pas que ce soit un critère discriminant à l'entrée de l'innovation. Et donc, ça amène sur les modèles d'innovation. Nous, toutes les entreprises qu'on voit, elles innovent, à part les startups, elles innovent trop lentement. C'est trop long, 2 ou 3 ans pour trouver une proposition de valeur, 6 mois pour trouver des produits, commencer à les réparer. C'est très long. Si vous mettez si on compare, un truc qui n'est pas comparable, mais quand même, une startup digitale, il démarre un sprint le lundi, le vendredi, il prend une bière, on pilote. Il y a 3 personnes qui nous ont dit ça.
Le week-end, il y a des mecs qui développent, alors c'est soit la nuit, soit des Polonais, soit des Indiens. Le lundi, ils ont un nouveau truc qu'ils testent. Ça, c'est digital, il n'y a pas de hardware, il n'y a pas de physique, donc c'est entre guillemets, enfin, c'est pas facile à faire, parce que c'est très complexe à faire, les trains de cerveau qui ne sont pas. Mais techniquement, c'est possible. Sur du physique, c'est pas possible. On est plutôt sur une logique de sprint de 1 ou 3 mois. Comment on fait pour que tout. C'est pour ça qu'on dit, nous, on est convaincu qu'une entreprise peut amorcer son pivot en 3 à 6 mois. Parce que 3 à 6 mois, vous pouvez appeler 40 clients, 40 partenaires, vous pouvez prendre vos produits, tester de les réparer. Vous pouvez déjà apprendre énormément de choses avec une vision circulaire sur vos produits, vos chaînes de valeur, et qu'est-ce que vous pourriez créer comme proposition de valeur. Et quand vous l'avez, vous pouvez trouver un client, et pas 50. Vous ne faites pas un go-to-market dans 2 ans avec des trucs développés dans le bureau. Vous trouvez un client et vous allez co-innover avec lui. Comme ça, vous allez créer de la valeur dès les premiers mois avec lui. C'est ce qu'on présente là, c'est qu'il y a des boucles de création de valeur. En fait, la valeur client est tout là, mais pour de vrai, à chaque étape, il y a une bulle de création de valeur qui se crée avec quelques clients et jusqu'à ce que vous puissiez escaler très fort. Mais c'est cette logique d'innovation qui est très contre-intuitive pour moi. Je suis ingénieur, donc j'ai le cycle en V. Je suis tellement heureux de faire mon premier cycle en V avec mes specs, machin. Après, on va tester dans 1 an et demi, on teste. Oh. Et là, dans ce modèle-là de startup, c'est demain on teste. Et donc, c'est comment pour un industriel, en fait, l'action, c'est arriver à se planter, parce que c'est comme en plantant qu'on apprend, sauf que quand on a fait une usine et qu'on se plante, ça fait mal. Donc, c'est comment on arrive à se planter sans se planter en étant industriel. Et ça, c'est possible. Mais par contre, ça demande d'avoir une façon d'innover hyper agile et qu'on n'a pas aujourd'hui dans l'industrie. L'avant-dernier point, il y a une vraie question. Aujourd'hui, il y a 2 grosses tendances. C'est la technologie qui va nous sauver ou il faut changer de façon de consommer. Si on prend l'innovation technologique, donc en fait, je compare 2 types de voitures, la Tesla et la Gazeltech. Je ne sais pas si vous connaissez ces startups industrielles à Bordeaux. Donc high-tech versus low-tech et technologie versus changement d'usage. En fait. Et moi, le point de vue qu'il faut arriver à prendre l'innovation pas comme étant que techno, pas d'abord techno en fait, mais d'abord usage. C'est l'innovation d'usage qui va générer des business models plus sobres, pérennes et aussi technologiques, et qui sont potentiellement plus durables. Quoi. Tesla, une voiture, c'est l'autonomie. Un peu en cible, c'est on fera la voiture autonome. Enfin, on l'a fait déjà. C'est très techno, une voiture autonome. Il y a plein de fonctionnalités dedans, c'est hyper attrayant. Par contre, est-ce que c'est durable? Est-ce qu'il y a cette pile de puces électroniques pour que toutes les voitures soient sur une Tesla en 2050? Je ne pense pas. Est-ce qu'une Tesla est réparable et elle peut avoir 10 ou 15 ou 20 ans de durée de vie? Enfin, je ne suis pas sûr dans 20 ans, alors on va encore des 2 chevaux de temps en temps. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des vieilles Tesla dans 30 ans qui défileront dans la rue. Si on se fait une sortie en Tesla, ouais, j'en ai 40 dans mon garage. Je ne pense pas. Donc, et après, on est sur un modèle de production qui est la Gigafactory. La Gigafactory, bon, il y a une empreinte. L'autre jour, on dit ouais, mais c'est dans la métropole de Berlin. J'ai renvoyé la photo dans la métropole de Berlin. C'est pas vraiment dans la métropole, c'est sur une forêt. Donc, c'est comme. Après, on peut dire ouais, mais c'est plein de petites usines qui développent aussi. Là, il y a un enjeu de ZAN, zéro artificialisation nette en France. C'est-à-dire que comment on crée l'industrie sans manger une nouvelle surface naturelle. Les gigafactories qui sortent en France, il y en a 2 aujourd'hui, elles sont sur des anciennes friches. Donc, ça, OK. Par contre, on peut se dire, demain, est-ce que ça va dans son temps, est-ce qu'on n'a pas des gigafriches industrielles sur ce modèle-là? Pour X raisons, il n'y a plus de matière, les marchés se retournent, etc. Comment vont tourner ces modèles-là? Donc, il y a un vrai sujet, c'est cool parce qu'on aura des batteries, il y a un sujet de souveraineté sur la voiture électrique et ça, forcément. Par contre, c'est un choix d'infrastructure qui est assez risqué. Et à l'inverse, on prend la Gazeltech, on est sur une voiture c'est la Logan de l'électrique, quoi. Enfin, elle peut être partagée. Je ne sais pas si vous êtes déjà parti de voiture, il faut surtout avoir son téléphone, un Bluetooth, c'est tout dans l'intérieur. C'est tout, quoi. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de mise à jour de la voiture. Donc, c'est beaucoup plus sobre en technologie. On peut avoir son petit truc en plastique et on vient mettre son téléphone ou sa tablette et faire communiquer ça. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'avoir un écran dedans. Donc, on se retrouve avec une vraie simplicité. En même temps, est-ce qu'on a envie d'avoir une voiture comme ça? C'est pas très désirable, quoi, en soi. C'est pas dans nos standards d'avoir un truc. On a l'impression de revenir à une voiture des années 90. Quoi. Donc, il y a ce sujet de désirabilité, pardon. Et après, c'est construit en micro-usine. Donc, c'est c'est le projet. Pour l'instant, il est en proto, il a le premier contrat avec une batterie. Mais c'est construit en micro-usine. Donc, on peut se dire, OK, c'est pas avec une micro-usine qu'on aura des voitures demain, de façon massive. C'est un sujet de vraie question de changer le marché. Par contre, le principe, c'est une voiture qui pèse 2 ou 3 fois moins lourd qu'une voiture classique. Donc déjà, de base, ça consomme 2 ou 3 fois moins.
le fait pour être partagé. Donc, si vous êtes 2 au lieu de 1, vous avez fait moins 4, divisé par 4 la consommation. On n'est pas loin de là. Et le fait de faire en micro-usine, c'est plutôt pour des collectivités que c'est développé. Donc, si la collectivité d'Abidjan achète chez des Gazeltech, les micro-usines sont placées à Abidjan et c'est fabriqué localement. Donc, c'est comment on génère de l'emploi local quand on vient développer de la voiture. Et le projet, c'est d'avoir aussi des matériaux qui peuvent être sourcés localement. Pour l'instant, c'est du composite. Donc, ce ne sera pas sourcé localement, mais il y a l'idée de trouver aussi des matériaux locaux. On a une Gazeltech faite à Abidjan, qui ne sera pas la même que celle qui s'est faite à Lille, qui sera peut-être beaucoup plus de monde s'il en reste. Mais voilà, en tout cas, cette logique, c'est peut-être un peu utopique, mais en tout cas, il y a des démarches comme ça, de se dire comment je fais circuler localement la matière le maximum possible en créant de l'emploi local. Donc, c'est basé sur les principes de circulation. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas les mêmes empreintes, ce n'est pas du tout les mêmes modèles industriels, ce n'est pas le même design et tout ça. Dernière page, du coup, il y a 4 étapes pour y aller. La première, c'est comprendre vos risques à rien faire, comprendre votre chaîne de valeur, vos opportunités, comprendre comment vous pourriez trouver une nouvelle place. Enfin, moi, en fait, quand j'ai commencé le circulaire, je viens de Binaire. En fait, en voyant le circulaire, j'ai l'impression d'avoir un deuxième œil, quoi. Parce que tellement on ne voit pas de choses quand on est que dans un mode. On est dans un mode où le lean, c'est bien faire mieux avec moi. Je n'aime pas le faire plus, mais faire mieux avec moi. On est très sur le main. On gaspille du temps. Mais là, le problème, ce n'est pas le temps. Au contraire, faudrait mieux gaspiller plein de temps avec plein de gens qui bossent, mais gaspiller beaucoup moins de matière. Et en fait, quand on a là de gaspiller de la matière, c'est ça qui n'est pas bon. Alors que gaspiller du temps, c'est surtout un sujet de rentabilité. Ça ouvre beaucoup de volets d'innovation. Repenser, c'est repenser sa mission. Quand Michelin dit nous, on ne fait pas des pneus, on fait de la mobilité durable, on ouvre tout un champ d'innovation qu'on n'a pas forcément si on se dit on veut être compétitif sur le marché de la colonne de direction ou je ne sais pas quoi. Donc, repenser sa mission en intégrant ces concepts-là, ça ouvre des champs d'innovation qui sont super forts, ça embarque l'équipe, ça crée un nouvel ADN, qui est un peu la base. Sans ça, on a des potes locaux, et puis ça ne grandit jamais, quoi. Et donc déjà, il faut qu'il y ait cette vision-là qui soit beaucoup plus riche que ce qu'on peut avoir dans une vision classique. Il y a décloisonner l'entreprise, parce qu'on voit bien que mettre ce genre de choses-là, il faut toutes les composants de l'entreprise qu'il faut mettre autour de la table, et penser chaîne de valeur. Explorer, c'est commencer petit. Un produit, un marché, un pays, une zone. Enfin, commencer petit, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Moi, c'est pas en rapport de machine avec, j'ai beaucoup apprendre, ça va être long. Je préfère en avoir une, et la faire bien pendant une semaine, et au moins j'aurai appris des trucs, après on fait une deuxième, j'aurai encore appris. Donc il y a cette logique de découper petit suffisamment pour aller vite et apprendre, mais pas trop, pas avoir un truc qui ne sert à pas grand-chose, quoi. Donc il y a cette notion-là de découpage pour aller vite, et en fait c'est plus on itère, plus on apprend et plus on a quelque chose qui tient la route, et c'est en itérant avec ses clients qu'on apprend encore plus. Je sais plus, je crois que c'est les films de Pixar. Dès la première semaine, il y a déjà un scénario, des dessins. Et en fait, le truc, il s'itère mais des dizaines de fois. C'est pas au bout de 3 ou 4 mois, vas-y, tu montes les rushs et on décide. C'est l'itération, mais tout de suite, quoi. C'est pour ça que c'est sympa, les films Pixar. C'est que ça a beaucoup itéré. Donc ça, c'est hyper important. Mesurer l'impact. Ça peut être par des ACV ou ce que vous voulez, mais c'est connaître votre impact. C'est comme en ligne. Si vous ne connaissez pas votre impact, vous ne pouvez pas vous améliorer. Donc, et puis, adapter l'organisation, comme on a dit, sur le volet d'innovation. Et une fois que vous avez commencé avec tout ça, à trouver une proposition de valeur, tester une solution sur un petit marché, ça s'appelle Product Market Fit, on a un premier produit qui marche sur un marché, derrière, c'est de passer à l'échelle. Et donc, c'est là où on n'est plus forcément local dans l'innovation. Il y a les équipes qui posent plutôt global, un multi-marché, etc., qui sont déjà là pour se dire, attends, ton truc, tu sais, ça marche que chez toi, ça ne marchera jamais sur le reste. Donc, ils disent, oui, non, c'est bien, si ça marche, ça peut être cool pour le reste du monde. Donc, ils sont déjà présents, même si on a commencé petit. Mais par contre, là, il y a le volet de passer à l'échelle. Et passer à l'échelle, c'est pas en passant 3-8, on fait tout le modèle circulaire dans le monde entier. C'est comme mon modèle qui marche sur une zone donnée, je viens le répliquer en m'adaptant, parce qu'on n'a pas les mêmes matériaux, pas les mêmes chaînes de valeur, c'est pas les mêmes armes. On recrée le système sur les principes de l'Europe, on le recrée en Chine en l'adaptant. Donc, il y a une réinnovation à faire sur le modèle pour que ça puisse tomber. Par exemple, ils disent c'était pas les grippins, mais je donnais dans les grippins en Chine, le recycler. En fait, en Allemagne, ils veulent du neuf, ils aiment moins le recycler.
Voilà, des pays n'ont pas les mêmes attentes, il faut repenser les produits. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. C'est parfait. Parfait. Il nous reste combien de temps du coup, pour les questions? Bon, il nous reste une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas si vous avez des questions en salle aussi, en visio, voilà, vos ressentis aussi, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Je pensais, Grégory, Bertrand de la Ruche, on pourrait peut-être dire un mot sur ce qu'on est en train de lancer en commun, la Ruche LPO, parce que c'est comment que ça avance en fait. Alors, depuis à peu près depuis mars-avril, en fait, il y a le sujet de la circularité qui est de plus en plus discuté au sein de la Ruche. Il y a eu en juin aussi un gros événement ici sur l'industrie circulaire. Et depuis, en fait, il y a un groupe d'industriels qui sont Renault Trucks, Olot, LDS, SEB, en fait, il y en a plein, Montabert, Jitech, etc., qui sont tous dans dire effectivement le circulaire, comment j'intègre avec les nouveaux business models, et notamment le remanufacturing ou le refurbishing, c'est-à-dire le fait de pouvoir réparer à différents niveaux son produit et le remettre sur le marché avec une garantie de fonctionnement global. Ce n'est pas juste une réparation, je suis un tableau, c'est bon, ça marche. C'est des processus un peu plus complets et qui trouvent de nouveaux marchés sur les produits, sur les spare parts. Et ils sont tous en train de défricher, soit tout au début, soit en mode de passage à l'échelle. Et l'idée, c'est de faire une map de ces entreprises-là. Donc, entre 4 ou 6, là, on démarre le premier atelier. Il y a un cercle, mais qui va passer en vrai groupe de travail plus intense et qui démarre le fin du mois. Où c'est de se dire, on fait des sprints, comme on a dit là, sur des séquences de 3 mois, au moins une séquence, voire 2 séquences de 3 mois, où chacun va se mettre, OK, qu'est-ce qui manque, telle boîte, je ne sais pas où sont mes produits. OK, dans 3 mois, on a fait une enquête, on a les appelés, etc. On a compris pourquoi les gars ne copient pas les produits, quel incentive on peut mettre en place, comment on peut les tester. Voilà, on vient prendre les parties du business model qui ne fonctionnent pas dans le modèle et on vient se mettre en mode hyper agile pour faire une sorte d'accélération par entreprise. Et tous les mois, il y a une rencontre de ces entreprises-là qui viennent se challenger, partager, se faire avancer mutuellement. Parce qu'ils attends, mais ça, j'ai déjà passé 10 fois. Tiens, tac, voilà, et ça, le gars il gagne 3 à 6 mois. Voilà, donc on est en train de créer cette émulation parce que c'est tellement transformant que c'est toute l'entreprise. Et l'ambition, en fait, ça n'existe pas en France. Ce type de grappe autour de business model circulaire sur les manufacturing, ça n'existe pas. Et avec la métropole de Lyon qui en soutient et d'autres, on ne sait pas comment l'appeler encore, mais l'idée c'est que enfin, voilà, la métropole et la région Rhône-Alpes soient un peu le pôle d'excellence ou le phare sur la lighthouse au niveau français sur les manufacturing avec et c'est pas forcément qu'une vague, il y a peut-être d'autres grappes qui se mettent en place. Et on regarde aussi avec l'ADEME comment ça aussi ce type de programme peut être soutenu, parce qu'on est un peu hors casse, quoi. Et souvent l'ADEME c'est par outil, et là on essaie d'avoir quelque chose qui est plus global, donc on défriche. Quelles sont les ressources qui sont mises en œuvre par les entreprises? Est-ce que c'est souvent les directions innovation? Est-ce que ce sont les R&D? Est-ce que ce sont des personnes plus management ou opérationnelles, ingénieurs? C'est assez... Alors, il y a beaucoup l'after-sale. Par exemple, ça peut être... Alors, je prends le cas de Seb. La réparabilité, elle a été tirée par le responsable développement durable et l'after-sale, enfin, vraiment ce volet-là, un service après-vente. On dit, tiens, on pourrait faire ça, sachant que les produits étaient déjà réparables, sauf qu'on ne l'exploitait pas, parce que toi, il y avait le côté, on ne le fait pas, parce que si on dit que c'est réparable, les gens pensaient que ça se casse. Et les gens n'étaient pas prêts à entendre le côté réparabilité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus le cas. Donc, ils se sont longtemps retenus de le faire. Le marketing, c'est fou, si on fait ça, voilà, ça ne marchera pas. Et donc, à un moment, ils ont senti le truc et ça a été tiré par ce volet-là. Chez Olog, chez qui on était, ça a été tiré par le volet véhicule d'occasion, enfin, équipement d'occasion. Ils voient les potentiels marchés et ils ont envie de le mettre en place. Chez d'autres, là, on bosse pour Schneider Electric. C'est venu par la direction qui ont dit circularité, avec le digital, on est dans le top 2 des priorités. Circularité, ce n'est pas une opportunité, c'est une obligation, c'est vital en fait. Donc, après, il y a le temps que ça percole, et en fait, en bas, il y a des gens qui étaient complètement. Comment on va rentrer un mec qui n'a pas 35 ans, il est expérimenté sur le climat. Et il est développeur produit, et puis il allait voir des gars, tiens, si on testait ça, il y a des machines qui ont récupéré de retour qualité, tiens, on les répare, on les met sur le marché, ils ont fait ça en douce.
ils ont vendu le truc, ils sont allés voir la direction, quoi. Donc après, tu as aussi plus largement des gens ultra convaincus qui veulent pousser à l'intérieur, et ça peut venir. Il y a un gars de la supply chain qui gère les stocks, il y a les invendus. Pareil, il a pris un entrepôt et de la place, il a tout siphonné un maximum, il a créé une marketplace, il les revend. C'est un mec de la supply. Complètement pas fait que le marketing et l'offre, quoi. Donc après, ça cause des problèmes, mais il a dit, je m'en fous, ils sont trop longs, j'y vais, quoi. Bonne ingé. Alors, en fait, ça peut venir de passionnés, ça peut venir aussi des gens qui sont proches du marché qui le voient. Ça peut venir d'une culture de développement produit très forte sur la réparabilité qui, moi, je sais pas trop d'où ça vient, quoi. Je te dis, c'était là, quoi. Donc, il y a plusieurs sources, quoi. Ça peut être des clients qui poussent à dire, attends, ton truc n'est pas. Il y a plusieurs voies. L'important, c'est de les accepter et puis d'arriver à en faire quelque chose qui prend à la fois au niveau global et local dans l'entreprise. Parce que soit on est trop global, mais il ne se passe pas grand-chose en bas, et c'est du discours, soit on est que local et ça ne prend pas en haut et ça reste des petits sujets. Et là, ce qui est important, c'est l'articulation à un moment entre les deux, pour que ça puisse passer à l'échelle. Oui. Cette notion de réparabilité des appareils existait bien par le passé, et je pense que c'est quelque chose qui a été un peu balayé, mis à côté dans le folie de consommation. Et donc, la question que je me pose, c'est comment convaincre le public, les consommateurs, qu'on a fait faux shoot et en fait, finalement, c'est mieux de faire comme ce que l'on faisait par le passé. Ouais, c'est vrai que il y a l'exemple des masques, c'est un article du Monde qui était sorti à l'époque. Les masques, avant, dans les années 60, ils étaient lavés, il y avait des laveries dans les hôpitaux, et ils étaient réutilisés. Avec l'arrivée des matériaux synthétiques, c'est moins cher, il y a tous des commerciaux qui disent, attends, un truc de laverie, t'es con, ça coûte trop cher, mais mon truc, je te fais quelques centimes à réparer, cost-cutting. Et ouais, effectivement, il y a tout un. Moi, j'ai le frigo de en ligne, on aime bien les grand-mères, mais ça marche aussi pour le circulaire. Mais il y a le frigo de ma grand-mère qui, quand j'étais petit, il est encore là, quoi. Bon, après, on s'est électrocuté un peu dessus, donc ils ont mis un truc, mais bref, ils le gardent, quoi. Mais c'est vrai que ça s'est perdu pour plein de mauvaises raisons, de consommation, de matériaux synthétiques, etc. Enfin, c'est un peu aberrant. Et là, en fait, il y a plusieurs voies. Il y a déjà la réglementation. Là, par exemple, l'indice de réparabilité qui est sorti pour les appareils électroménagers, ça va permettre de noter. Donc, un iPhone, il y a une note les moins bonnes. Enfin, donc, ça permet de se dire, mais en fait, c'est naze, un iPhone, tu as réparé, regarde, moi, je l'ai réparé 4 fois. Enfin, ça peut rentrer les champs de consommation. Les entreprises ont un grand rôle à jouer. Alors, on dit souvent, il faut attendre que les clients nous demandent, mais Apple, il n'a pas attendu qu'on le demande à Apple. Ford, il n'a pas attendu qu'on lui demande des voitures. Ford, il disait, si on me demandait, aujourd'hui, si j'écoute mes clients, ils veulent un truc avec plus de chevaux, ils ne veulent pas une voiture. Donc, en fait, l'entreprise, au moment où on rentre ça dans son ADN, peut aller évangéliser et transformer son marché en valorisant ce qu'il fait. Donc ça, c'est un volet. Puis après, bien sûr, les consommateurs, mais les consommateurs, finalement, est-ce que nous, on peut changer un business model de Peugeot? Je ne suis pas sûr, quoi. Tesla a plus changé le business model de la voiture que tous les écolos. Mais par contre, ouais, nous, on a tous un rôle à jouer. Après, je pense qu'il y a le rôle de comment chacun, on vient essayer de transformer l'entreprise dans laquelle on travaille aussi. Une fois qu'on a trié ses déchets, qu'on composte dans le Grand Lyon, qu'on est passé sur une énergie verte, etc., et que après, le reste du temps, on bosse dans une boîte qui n'est pas sur ce modèle-là, comment moi, à mon échelle, avec mes compétences, je peux essayer de transformer l'environnement dans lequel je travaille, ce qui n'est pas facile, mais c'est aussi une autre voie, quoi. On est consommateur, acteur, mais ce qui se passe, c'est comment on change des modèles industriels qui deviennent des standards de consommation derrière. Il faut quand même passer par transformer les standards industriels. J'ai une personne qui me disait, mais moi j'aime bien l'industrie, mais je veux changer l'environnement, je n'ai pas envie de travailler dans l'industrie. Je dis, après, tu vas faire quoi du coup? Tout ce que tu as là sur toi, tout ce qu'on parle, la table, le machin, c'est l'industrie qui le font. Donc, si tu ne fais pas ça, qu'est-ce que tu vas transformer? Et c'était naïf comme question. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on peut transformer d'autre que ces process-là. On est un peu au cœur, c'est une grande chance, moi je trouve, d'être au cœur finalement si on transforme nos modèles, on transforme les standards de consommation et on a un pouvoir de dingue. Mais c'est pas facile. Ouais. Et aujourd'hui, ça ne vient pas des grands groupes. Aujourd'hui, c'est Murphy qui a lancé les premières offres de réparabilité avant que Darty s'y mette, que Fabien s'y mette. Il y a eu, on parlait tout à l'heure de Béja qui a disrupté le modèle de conception de l'assiette. Il y en a d'autres dans le
apporté Bloom ou autre. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que ça va vraiment venir de Michelin, Seb, Co ou est-ce que ça vient de Tesla Donc ça vient, ouais, Tesla, il faut qu'il soit circulaire. Non, mais enfin, Oui. c'est ce genre de boîte qui arrive, qui met. Je suis d'accord. Alors, le premier, c'est pas Murphy, c'est Andy, qui est depuis 35 ans, qui fait l'insertion. Et Murphy, non, mais c'est vrai, et comme c'est de l'ESS, c'est un peu pareil, c'est de l'ESS, et Murphy, il est fatigué, mais après, Darty sont enfin, bref, tu as raison. Le truc, c'est que les startups, c'est pour ça qu'il faut pas valoriser. Enfin, nous, enfin, moi, il faut jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire que les startups industrielles, pas forcément digitales, mais peut-être qu'il y aura des licornes startups industrielles, mais il faudrait qu'elles soient similaires. Parce qu'effectivement, il y a un pouvoir de changer le marché par de la startup industrielle. On le voit avec Tesla. On peut très bien avoir un Tesla circulaire qui vient changer les prix. Ça, c'est un volet. Après, il y a aussi transformer l'entreprise de l'intérieur qui est aussi un moyen. Quand une boîte peut plus recruter des jeunes ou les meilleurs s'en vont pour que ça puisse aussi secouer le cocotier des grands groupes. Pour notre axe, voilà, il y a une très forte, un très fort volet circulaire, Seb aussi long, Michelin aussi. On regardait avec mon collègue Saint-Gobain. Saint-Gobain, ils sont en train de dire toutes les laines de verre, bientôt on aura 0 matière vierge pour la laine de verre. Parce qu'on a des procédés qui permettent d'être en 100% de matière recyclée. Donc en fait, les groupes aussi, et je trouve les deux sont intéressants. Parce que si on transforme un groupe, l'impact sur une chaîne de valeur avec tous les sous-traitants, c'est dingue. Donc en fait, faut y aller tout part. Mais il n'y a pas les mêmes contraintes. La startup va avoir du mal à scaler, à passer à l'échelle, une fois qu'elle a fait ses calculs. Et le groupe pourrait transformer tout en 3 ans si je caricature, sauf qu'il y a tellement de freins internes. Donc on n'a pas les mêmes ressorts de freins, mais les deux sont les deux cartes. Mais les freins internes, ils sont financiers ou ils sont humains? Les deux. Les deux, c'est des boîtes cloisonnées. Quand le directeur, voilà, quand on est une boîte de 50 000 personnes ou 100 000 personnes, le temps que ça arrive sur des modèles en bas, ça percole. Donc ça, nous, on le sent très fort. Et il y a les sujets financiers aussi. Quand une entreprise, nous, on peut vendre, par exemple, un économie as a service, business as a service, pardon, sur un produit, sauf que les règles financières du groupe nous l'interdisent. Mais techniquement, c'est possible. Mais le standard groupe financier, et il y a de la finance, évidemment, on s'en fout, c'est le standard, c'est standard. On a ça aussi. Donc les freins peuvent être nombreux de l'entreprise. Mais il n'en faut pas. Il n'en faut pas tant que ça, en fait. C'est-à-dire, par exemple, les grands clients, là, le volet RSE, environnement, tu vois, via tous les. Je disais aussi sur les fonds d'investissement. Je crois que les fonds d'investissement impact, c'est vraiment pas la majorité aujourd'hui. Par contre, 2/3 des investissements qui sont faits sur le dernier trimestre, c'était sur modèle fonds impact. Donc, quand les fonds aussi iront mettre de l'argent fait sur des modèles plus vertueux qui n'intègrent pas que le carbone, mais le circulaire, ça va. En fait, voilà, il faut y aller. Ouais. Enfin, avec les difficultés que les startups plutôt industrielles, elles ont du mal à passer chez les fonds parce que ça fait de l'argent de faire une usine. Voilà, dès que Bruno Le Maire dit on a fait une licorne, on dit sympa, mais la prochaine, il faudrait qu'elle soit industrielle et circulaire. Non, mais je suis d'accord, il manque encore plein de briques. Il y a plein, en fait, il manque une grande narration autour du circulaire, autour des startups industrielles. On parle beaucoup de décarbonation, mais s'il n'y a pas de circulaire, on va pas du tout traiter le sujet, quoi. Et ça manque, et c'est pour ça que le sujet qu'on lance avec la rue, ça fait partie à notre échelle de se dire, mais ce sujet-là, quand on fait la remanufacture, Régis, tu connais le chiffre pas, mais je crois que c'est 60 à 90% moins carboné de remanufacturer. On récupère à peu près dans les modèles 80% de matière, mais ça ne veut pas dire que c'est 80% décarboné, puisqu'il y a une partie pour récupérer la matière, etc. Mais c'est quand même impressionnant de récupérer autant de matière. Ça, plutôt que de mettre des bacs, et si on compte ça en empreinte carbone, les chiffres ne sont pas ridicules. Et en fait, il manque cette histoire-là. Pour qu'il y ait un axe aussi fort de la Startup Nation, il faudrait qu'il y ait la Circular Nation, quoi. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une Silicon Valley, il faudrait une Circular Valley. Là, il y a un fonds d'amorçage de 24 millions d'euros avec la métropole de Lyon. C'est super parce que ça va être sur des boîtes à impact, mais il faudrait que ce soit 24 milliards, quoi. Et ça, effectivement, ça manque. Ce passage à l'échelle, ça manque. Et je pense qu'il y a quelque chose de pionnier, d'aller pousser chacun à son échelle et de jouer collectif avec ces entreprises pour faire remonter ce sujet-là comme un sujet top 1 ou top 2 dans les politiques de développement des prochaines années. Il y a du boulot à faire.